Et nous sommes avec Karina Chabour. Bonsoir Karina. Bonsoir Marion. Vous êtes la réalisatrice de ce documentaire que vous avez choisi d'intituler Le drone et le Coran. Vous vous êtes attaqué à un sujet ô combien sensible qui mêle à la fois lutte d'influence, religion, armement. Et pourtant, vous avez réussi à recueillir pas mal de témoignages. Comment vous vous y êtes prise ? Écoutez, d'abord, il y a plusieurs étapes. On essaie d'abord de comprendre, d'identifier cette myriade d'acteurs turcs. Alors, il y a une petite littérature là-dessus. Il y a quelques chercheurs qui travaillent. Donc, il y a des chercheurs africains comme Issouf Binaté, par exemple, l'ivoirien, qui travaillent pour l'université Alassane Ouattara. En France, il y a quelques chercheurs, Behram Balchi, par exemple, ou encore Elisa dos Santos, ou la journaliste Joséphine Dedé de Jeune Afrique. Et puis, très vite, on contacte. On contacte des entreprises, on contacte des institutions. Et ce qui est important, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur des grosses structures ou des grosses institutions, parce que là, on a peu de chance en fait d'être écouté, d'avoir une réponse. Il faut essayer de trouver des acteurs plus petits, de plus petite taille. Je pense notamment à Ahmed, vous savez, l'avocat d'affaires que l'on voit dans le reportage. Alors lui, pour le coup, je l'ai rencontré par hasard au Sénégal, et il a accepté de montrer comment il travaillait, comment il aidait des entreprises à s'implanter au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Et puis ce qui est important aussi, c'est de se tourner vers les Africains, vers les Sénégalais en l'occurrence, ceux qui travaillent, qui commercent avec la Turquie. Je pense notamment à Babacar, qui est maintenant devenu un gros importateur de produits turcs en tout genre. Disons que c'est intéressant de montrer aussi cet aspect plus informel du commerce entre les deux pays. Et puis, on contacte des étudiants sénégalais ou africains qui sont basés en Turquie, ou des anciens étudiants, parce qu'une fois qu'ils rentrent dans leur pays, typiquement, la plupart du temps, ils vont travailler pour des institutions ou des entreprises turques. Et là, typiquement, c'est le cas de Mansour dans l'entreprise de meubles. Et c'est intéressant parce que c'est le genre de profil qui est très recherché par les institutions turques, parce qu'ils maîtrisent parfaitement la double culture, les deux langues. Et vous savez, ces entreprises turques, elles sont dirigées par des Turcs qui, la plupart du temps, ne parlent pas français, ne parlent pas wolof, et ont besoin typiquement de ce genre de profil. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de trouver des portes d'entrée. Et puis là, en l'occurrence, disons qu'il y a un élément clé qui a vraiment déterminé mon tournage au Sénégal. C'est le feu vert de l'ambassadrice de Turquie, Nour Sagman. Parce que donc voilà, c'est pas n'importe quelle ambassadrice, elle connaît très bien l'Afrique, elle a été en poste d'abord en Guinée, au Gabon, et on la surnomme Mama Africa. C'est un personnage qui intrigue véritablement quand on regarde votre reportage. Elle a un français parfait. On a envie d'en savoir plus sur cette femme. Effectivement, elle parle parfaitement français parce qu'elle a étudié au lycée français d'Ankara, et elle a beaucoup travaillé dans des pays francophones. C'est vraiment, je vous disais, elle connaissait bien l'Afrique. Elle a eu un poste très important à Ankara, où elle était en charge de toutes les questions d'Afrique de l'Ouest, donc au ministère des Affaires étrangères. Elle a organisé, elle le dit, le dernier sommet Turquie-Afrique à Ankara. C'est vraiment une cheville ouvrière de la politique africaine d'Erdogan. Et c'est important, ce feu vert, c'était important, parce que non seulement ça permet d'avoir une interview, d'avoir une parole officielle de cette personne qui incarne cette politique, mais en plus, on a pu tourner avec elle lors d'un salon, au moment de la remise des diplômes, donc de montrer vraiment cette politique de façon incarnée, et puis aussi parce qu'elle a pu, d'une certaine façon, nous ouvrir des portes, nous faciliter typiquement le tournage au sein de cette entreprise de meubles, par exemple, ou d'un centre d'artisanat à Dakar. Toujours concernant les coulisses de ce tournage, le fait que vous soyez une journaliste française issue d'un média français, est-ce que ça a pu vous fermer certaines portes ? On entend à un moment l'une des personnes interviewées dire « Ah, vous, les journalistes français !» Oui, alors certainement, il y a eu de la réticence. Je pense notamment à tout ce qui est organisation religieuse, notamment à Dakar. J'aurais vraiment souhaité, parce que j'y suis allée typiquement au moment de la fête de l'Aïd, parce que je voulais montrer ce que faisaient ces organisations religieuses au moment des fêtes religieuses. Vous savez, elles collectent beaucoup de dons en Turquie, et ensuite, là pour l'Aïd, c'est la fête du mouton, c'est la fête du partage. Elles achètent des animaux, elles les sacrifient rituellement, et ensuite elles distribuent la viande dans les quartiers populaires ou dans les zones reculées. Je n'ai pas eu d'autorisation pour le faire. J'ai pu filmer à l'Institut de Dakar, où cette ONG aussi finance les écoles, mais comme par hasard, elle n'était pas là. Et pareil pour ce qui est de la direction des affaires religieuses à Ankara, je n'ai jamais eu de réponse. Donc là, je sentais qu'il y avait vraiment de la réticence. Et à l'inverse, il y a cette organisation assez controversée, l'IHH, qui, elle, m'a tout de suite ouvert ses portes à Istanbul, mais parce qu'elle avait vraiment envie de communiquer sur toutes ces actions humanitaires. Ils ont déployé énormément de moyens, notamment au Sahel. Et donc là-dessus, ça a été beaucoup plus simple. Et aussi, la société militaire privée Sadat,
elle, a tout de suite répondu favorablement à ma demande d'interview parce qu'ils avaient envie de communiquer sur le fait que oui, maintenant, ils s'intéressent à l'Afrique de l'Ouest. Ils ont recruté des personnes francophones pour le faire. Ils ont traduit leur site internet en français, leurs brochures publicitaires en français. Et aussi, ils avaient envie de dire non, nous ne sommes pas Wagner, parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la presse française. On les appelle le Wagner turc. Non, ils n'envoient pas de mercenaires dans des pays sahéliens. Ils ne sont pas dans des zones de guerre. Donc voilà, ils avaient vraiment envie de porter ce discours. Vous l'avez dit, à travers les écoles, les actions humanitaires, le commerce, l'armement, on voit bien que la Turquie tisse sa toile en Afrique. Est-ce qu'elle rencontre malgré tout des résistances ? Alors c'est vrai que c'est intéressant d'observer, hein, c'est quelque chose d'assez récent, qui a une vingtaine d'années, comment peut-être que la porte d'entrée de la Turquie, ça a été la Somalie, à un moment où il n'y avait plus personne en Somalie. Donc ils se sont vraiment engouffrés dans cette brèche à coup d'aide humanitaire massive, et ensuite ils ont pris en charge les infrastructures clés du pays, le port, l'aéroport, et ils ont construit une base militaire, d'ailleurs la seule dont ils disposent actuellement en Afrique. Et ce modèle, ils l'ont ensuite dupliqué partout en Afrique. Et moi, je me suis intéressée à l'Afrique de l'Ouest parce que je voulais voir justement précisément comment ils allaient prendre des parts de marché dans un pays francophone, dans une ancienne colonie française. Et finalement, ça marche plutôt bien parce que le contexte actuellement y est favorable, avec des autorités qui veulent multiplier leurs partenariats, ne plus dépendre uniquement de l'ancienne puissance coloniale. Et là, la Turquie, en fait, elle arrive à un bon moment parce qu'on commence un petit peu à en avoir marre des Chinois. Les Chinois, en fait, ils ont aussi cette réputation de ne pas recruter du personnel local, de casser les prix, ce qui n'est pas bon pour les producteurs locaux. Alors, je n'ai pas vraiment pu observer la présence russe, mais disons que c'est pour ça que j'ai appelé ce documentaire Le drone et le Coran, c'est que la Turquie, elle a deux cartes maîtresses, notamment au Sénégal. On a dit les drones, ils sont très prisés, mais le Coran, enfin la religion, l'islam, c'est un plus qu'elle a par rapport à la Chine ou par rapport à la France ou par rapport à la Russie, parce que tout simplement, le Sénégal, c'est un pays très religieux, majoritairement musulman, et ça facilite la connexion avec les gens. C'est vraiment une culture en commun, ça facilite les relations et ça facilite le commerce. Et elle a aussi ce fameux réseau d'écoles, et vous en parlez dans le reportage. On n'a pas le temps de tout explorer, mais un dernier point à la fin de votre reportage, vous parlez de ces Africains qui ont été accueillis à bras ouverts en Turquie à une certaine période, mais aujourd'hui c'est plus compliqué, ils perdent leur visa. Pourquoi ce revirement de la part des Turcs ? Ils perdent leur titre de séjour. Alors disons que c'est assez récent, effectivement, c'est depuis le début des années 2020. Il y a eu un afflux de réfugiés, il faut le dire. Il y a eu notamment la crise syrienne, il y a eu beaucoup, et peut-être un ras-le-bol dans la population, et après cela, la politique migratoire s'est durcie, avec, on le voit, des titres de séjour qui sont de moins en moins renouvelés, ou alors avec une période beaucoup plus courte. Au départ, c'était 2 ans, après 1 an, après 6 mois, et puis avec des conditions, il faut pouvoir justifier d'un permis de travail. Et c'est de nature à fâcher les autorités africaines, ça, non ? Oui, c'est vrai que c'est compliqué, notamment pour des Africains qui souvent travaillent à leur compte. Et donc voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a une sorte de climat de peur de se faire arrêter, de se faire expulser en allant travailler parce qu'on n'a pas de ce titre de séjour. Et voilà, il y a un sentiment d'injustice qui naît parmi cette communauté sénégalaise que j'ai pu rencontrer à Istanbul, d'une situation qui n'est pas égale entre les Turcs qui se rendent au Sénégal sans beaucoup de difficultés et eux qui voient finalement leur rêve s'effondrer. Tout n'est pas gagnant-gagnant. C'est cela. Merci beaucoup Karine Dachabour d'être venue débriefer avec nous votre documentaire intitulé Le drone et le Coran. Restez avec nous dans quelques minutes.